Nicolas Pujol, agriculteur à Villeneuve-du-Pareage, élu au bureau de la Chambre d'agriculture en charge du dossier de l'eau. Alors, quel est le rôle de la Chambre d'agriculture dans le dossier de l'eau et de l'irrigation? C'est d'abord un rôle politique avec une représentation dans toutes les instances où il se parle de l'eau et de l'eau d'irrigation, et un rôle technique avec un technicien et souvent un stagiaire, tout ce qui est appui technique sur l'irrigation, la maîtrise de l'irrigation pour les irrigants. Alors le rôle politique, c'est principalement siéger au cours de l'année, au cours de l'été même dans les CSOE, c'est-à-dire le comité de suivi opérationnel des tiers. Et ensuite l'appui technique que fait Stanislas, notre technicien, c'est la diffusion d'un bulletin hebdomadaire qui est issu de données qui sont compilées suite aux données techniques de 14 stations tensiométriques qui sont déployées sur tout le département dans diverses cultures. C'est vraiment un appui technique pour les irrigants en disant les cultures sont à tel stade, elles ont besoin de tant d'eau, la météo est comme ça, nous on vous préconise des apports d'irrigation de tel ou tel niveau. C'est vraiment d'avoir un appui pour optimiser les doses d'irrigation au plus près de la plante et de ses besoins. En ce qui concerne l'année particulière 2023, il faut se rappeler du contexte 2022 où on sortait d'une grosse année d'irrigation. Le problème, c'est qu'en suivant, on a eu un hiver et une période de recharge qui a été très mauvaise, qui a été très sèche. Nous sommes arrivés fin février, début mars avec des réserves qui ne s'étaient vraiment pas reconstituées. Et une grosse problématique sur le terrain, c'était de savoir est-ce qu'on aurait de l'eau pour irriguer, voire même plus, est-ce qu'on aurait le droit d'irriguer quand on voyait vraiment la faiblesse du niveau de ces retenues. Donc à partir de là, on a décidé d'adopter la stratégie de réduire les quotas attribués à chaque irrigant de 50%. Voilà. Donc il y a eu plusieurs stratégies face à ça. Certains ont décidé de ne pas bouger le rassolement, notamment pas mal de producteurs en maïs conso. Par contre, ils ont avancé les semis, ils ont raccourci les indices, le but étant d'éviter le stress hydrique d'été, et donc c'était une stratégie d'évitement. Et puis d'autres agriculteurs qui ont réduit fortement leur assolement, qui ont gardé l'eau pour les cultures les plus rémunératrices, les maïs semences, les tournesols semences, et qui à côté ont mis des cultures de substitution, donc c'était du tournesol, du sorgho, voire du soja en sec, en ayant vraiment l'idée qu'ils allaient les mener de manière la plus économe. On a eu un mois de mai et un mois de juin très pluvieux. La climatologie nous a aidés, les ressources se reconstituaient. Montbel est arrivé à 70% alors qu'à un moment donné il était péniblement à 30%. Donc ça a permis un petit peu d'avoir un peu plus d'eau disponible. On a donc activé cette clause de revoyure, on a revu l'État, on a revu l'OUGC, on a renégocié des volumes supplémentaires à hauteur de 10%. Donc pour l'année 2023, les irrigants, ils avaient 40% de volume d'eau à moins. Et notre but, c'est de faire de la prévention et surtout d'informer les gens sur comment mieux irriguer. Qu'est-ce que tu en penses? Voire même faire de l'optimisation voilà. de l'irrigation et de l'optimisation de stockage de l'eau, de l'optimisation dans tous les sens du terme. On défend aussi les irrigants dans tout ce qui est instance au niveau de la préfecture, DDT. Et c'est important parce que on a beaucoup de pression, que ce soit au niveau écologique, sociétal. L'association, elle a été, on peut dire, pour cette année, force de proposition. L'idée était de faire une proposition à l'État pour qu'il puisse comprendre que sans eau on ne pouvait pas vivre, clairement. Et donc c'était aussi de limiter la casse dans chaque exploitation agricole parce que des zones du même type que les nôtres, donc dans les plaines, sans irrigation, il n'y a pas de vie, et donc économiquement, on serait à la ruine. Donc le but étant de limiter la casse, comme je disais tout à l'heure, pour que l'agriculture continue à exister demain, quoi. Alors la grande chance qu'on a eue, c'est qu'aussi on travaille avec le syndicat d'irrigation, le SIAPVA, qui nous a aussi pas mal aidé dans cette gestion. Et on savait, malgré ces 70% de stockage, qu'on aurait une campagne compliquée. Tous les agriculteurs ne l'entendaient pas de cette oreille-là, donc nous on sait qu'il faut qu'on partage l'eau. Il n'y a pas que l'usage de l'irrigation, il y a aussi la salubrité des cours d'eau qui
qui est vraiment importante. Et donc il fallait obligatoirement qu'on fasse une proposition. Donc ça n'a pas toujours été bien accueilli, mais malgré tout, ceux qui l'ont bien accueilli étaient contents qu'on puisse irriguer et de manière relativement souple, on va dire, malgré ce qui se passe. En fait, l'irrigation, c'est un sujet un peu complexe aussi parce que actuellement il y a encore de l'eau dans le lac de Montbel, mais il faut savoir que pour l'année prochaine, on doit fournir davantage d'eau à l'Aude, au lac de la Ganguise, qui en a très peu pris cette année. Et donc on sait déjà que pour la campagne de l'année prochaine, ce sera difficile aussi, qu'il va y avoir une gestion à avoir et une surveillance à avoir, à savoir quel volume d'eau on aura disponible pour l'année prochaine, parce qu'on partira déjà avec une baisse du lac, étant donné qu'on doit en fournir, ça fait partie des statuts. On doit leur fournir l'eau que l'on n'aura pas fournie en 2023. Il faut savoir aussi que sur le partage de la ressource, il y a beaucoup d'irrigants qui nous disaient il y a de l'eau dans l'Ariège, il y a de l'eau dans l'Ariège, mais il faut savoir que lorsqu'il y a de l'eau dans l'Ariège, l'eau souvent elle a été achetée par le SMEAG, et le SMEAG achète de l'eau qui va on va dire de Toulouse à Bordeaux pour tout ce qui est irrigation au-dessus. Et donc des fois, l'eau on la voit passer, mais elle n'est pas forcément pour nous. Alors l'embêtant, c'est de l'eau qui vient du département, des retenues notamment EDF qui se situent en Ariège, mais que ce n'est pas de l'eau que nous, on peut utiliser. L'association des irrigants se doit aussi de faire un rôle pédagogue envers les autres agriculteurs pour expliquer que les bonnes pratiques agricoles sont nécessaires, notamment les arrosages intempestifs des routes qui peuvent être mal perçus par le public. Donc ça, c'est vrai qu'il existe aujourd'hui des dispositifs qui permettent d'éviter ces arrosages-là, mais on se doit aussi d'expliquer au grand public que tout n'est pas possible, que effectivement, mécaniquement, parfois il peut y avoir des pannes sur un dispositif, donc ça on se doit de l'expliquer autant aux irrigants qu'aux consommateurs. Mathieu Vidotto, agriculteur à La Battute, dans le département de l'Ariège, agriculteur depuis 2013, installé dans une exploitation familiale avec mon père. Aujourd'hui on travaille 200 hectares de terres labourables. Nos cultures principales sont le maïs semence, le blé, le colza et le tournesol. Après on fait quelques petites cultures pour la vente directe comme les pommes de terre, les lentilles et les haricots. Donc habituellement on arrose 130 hectares environ sur notre exploitation. On a environ 80 hectares sous pivot, une vingtaine d'hectares sous intégrale et le reste se fait avec les canons d'irrigation, les enrouleurs. Donc sur toutes les parcelles irriguées, on a une stratégie d'irrigation différente. Un petit peu les différents systèmes d'irrigation. Donc dans un premier temps, vous avez l'intégrale qui est une irrigation un petit peu ancienne, on va dire, mais qui marche toujours aussi bien. Nous on est équipé de vannes automatiques, donc on ne met pas des grosses quantités, on met entre 10 et 15 mm par tour d'eau. Ensuite vous avez le canon, donc le canon on est obligé quand même de venir avec des quantités d'eau un peu plus importantes et on revient moins souvent. S'il y a du vent, ça arrose mal, et la problématique aussi de la battance des sols, parce qu'on met des grosses quantités sur un temps très court. Sur les parcelles où les pivots sont le plus adaptés, on a fait le choix d'investir et d'en positionner. Donc aujourd'hui c'est la solution la plus pratique pour nous en termes de temps de travail, de qualité d'irrigation et de pratique. Donc ça nous permet de mettre moins d'eau mais plus souvent. Donc la plante a le temps de l'absorber. On a fait le choix d'arroseurs qui font comme de la pluie, quoi. Quand ça arrose, ça fait des petites gouttelettes. On a fait le choix d'arroseur aussi tête en bas, donc assez proche de la cible, ce qui permet d'avoir très peu de prise au vent et une irrigation au top. On gère tous nos pivots avec une application qui s'appelle Filnet. C'est quand même assez pratique parce qu'on a toujours les réseaux sous pression et on peut lancer nos pivots
à distance depuis l'autre bout du monde. On peut choisir notre dose, on peut choisir nos coupures, on peut couper les canons, s'il y a des routes, s'il y a des chemins, on a même des coupures de porte-à-faux. Certains établissements semenciers nous ont mis à disposition des outils d'aide à la décision pour les lancements d'irrigation, pour les reprises après certaines pluies ou stress. Il adapte les déclenchements d'irrigation par rapport à notre type de sol. Notre réserve utile, notre RFU. Cette année, nous avons pris la décision avec mon père et la décision la plus raisonnable, surtout de réduire de moitié notre irrigation. Diminution du maïs semence et de toute suppression du soja cette année, du fait de ce manque d'eau. Nous sommes passés de 10 hectares à plus de 40 hectares de tournesol. Effectivement, c'est une perte de valeur ajoutée sur notre exploitation. Tous les agriculteurs du département ont fait l'effort de baisser ces surfaces. En revanche, il faut garder à l'esprit que pour chacun c'est difficile. Économiquement, nos exploitations sont prévues par rapport à un certain assolement. Et cette année, il a été compliqué de mettre en place l'assolement habituel. L'irrigation au mois de juin a été quasiment nulle. Elle a démarré normalement au mois de juillet, encore de façon assez raisonnable. Par contre, au mois d'août, là, ça s'est accéléré puisqu'on a eu quand même une canicule, on a eu de forts ETP, des cultures qui étaient encore en forte demande. Les premiers maïs consommation, eux, étaient entre guillemets passés, leurs besoins étaient vraiment sur la fin. Par contre, tout ce qui était maïs semence et soja, eux, c'était la période de vraiment les besoins les plus importants. Alors cette année, malgré tout, malgré le meilleur remplissage espéré de nos réserves, nous n'avons pas échappé à des restrictions journalières imposées par l'État, qui ont été discutées en CSO et que nous avons acceptées. Elles sont liées à deux ordres, c'est le remplissage des réserves des lacs qui n'est pas assez suffisant et le débit des rivières. Donc on est dans un phénomène de défaillance de la ressource, c'est-à-dire qui n'arrive pas à satisfaire tous les usages, c'est-à-dire le soutien d'irrigation, le soutien d'étiage, jusqu'au 31 octobre, période de la fin de l'étiage. Donc à cause de ce risque de défaillance et du niveau des rivières qui avait drôlement baissé au cours de l'été, on a eu des restrictions de 30%, c'est-à-dire 2 jours par semaine pour les grandes cultures et 8 heures par jour pour les cultures maraîchères, dès début juillet sur l'axe Hers et Lèze, et fin juillet, le 27 juillet, sur l'axe Ariège. A noter aussi que sur l'axe Lèze, les irrigants ont choisi d'aller plus loin que cette restriction de 30%, parce que leur lac étant vraiment le moins rempli de tous, parce que malheureusement au printemps, ce bassin versant, il est petit, et deux, il a eu moins d'eau, moins de pluie que le reste du département. Les irrigants, en pensant ne pas avoir assez d'eau jusqu'à la fin, ont choisi volontairement de s'imposer des restrictions supplémentaires à hauteur de 40%. Au lieu d'avoir 2 jours de coupure par semaine, ils se sont imposés 3 jours de coupure par semaine. Voilà. Donc globalement, la campagne d'irrigation s'est relativement bien passée. Donc le bilan qu'on peut faire un petit peu de cette saison d'irrigation, c'est une année insolite, une année test, avec cette mise en place des quotas qui a été bien respectée. Les restrictions qui ont été respectées et bien supportées. Une consommation qui a été moindre pour l'année, on est largement en dessous de la moyenne du fait de la diminution des surfaces irriguées et de la climatologie. Parce qu'on a eu de l'eau fin juin, on a eu une grosse période de pluie régulière sur tout le département fin juillet avec de l'ordre de 40 mm là, qui ont vraiment permis de couper l'eau, enfin de couper l'irrigation pendant une dizaine de jours. Et on a eu aussi de la pluie fin août, ce qui a permis vraiment d'accompagner les dernières irrigations sur les derniers maïs conso, voire les maïs semences qui étaient quasiment finis d'irriguer. Par contre, le problème, ça va être ce qui nous reste à chiffrer cet automne, ça va être l'impact économique sur nos exploitations, parce que quand on diminue des cultures à forte valeur ajoutée, par exemple le maïs semence de 30% sur son exploitation, voire plus, l'impact économique, il est majeur. Et ça va être propre à toutes les exploitations, parce que remplacer du maïs semence par du sorgho ou du tournesol, le chiffre d'affaires il est 4 à 5 fois moindre. Voilà. Donc ça va être un petit peu le travail qu'on va s'attacher à mener cet automne, c'est-à-dire de chiffrer tout ça, cette mise en place de quotas, ce que ça représente sur nos exploitations. Demander à l'État aussi s'il n'y a pas moyen d'avoir des méthodes d'accompagnement, parce que certaines exploitations vont être en difficulté et il faut anticiper déjà cette situation. Et puis surtout, espérer que la période de recharge soit meilleure que l'an dernier,
qu'on arrive à avoir des retenues qui se remplissent bien. Voilà les chantiers qui vont nous occuper cet hiver et pour préparer la prochaine campagne. Mais à terme, si on veut regarder un peu plus loin, il apparaît nécessaire que même si les agriculteurs font de gros efforts dans la maîtrise de l'irrigation, grâce à la technologie, grâce à l'appui de la Chambre et grâce aussi à cette responsabilisation qu'on opère sur le terrain, à un moment donné, on ne peut plus économiser quelque chose qu'on n'a pas et on l'a bien vu en 2023. Il est grand temps, il est nécessaire de penser un petit peu à stockage de l'eau, augmentation des ressources, c'est-à-dire optimiser peut-être les retenues qui sont déjà là et envisager peut-être la création future dans certains secteurs de petites réserves ou de petits lacs. Si on veut vraiment penser stockage et maîtrise de l'eau, ça doit se faire en multi-partenariat avec les autres acteurs de la société. En termes de stockage, l'Ariège bénéficie aussi de lacs de haute montagne, puisque les lacs d'EDF sont principalement situés en Ariège. C'est peut-être un des chantiers aussi à venir où il faut discuter avec le SNEAC, discuter avec EDF, avec qui on a commencé et avec qui les relations sont bonnes, pour voir, envisager peut-être à optimiser certaines retenues qu'ils ont, voire même en créer. Mais tout ça vraiment dans cette idée de partage, de multi-usage de l'eau.